Bonsoir à toutes et à tous. Reprise de nos rendez-vous d'exception à travers les soirées château. Elles sont portées par la collection Vue d'Auvergne. Cette seconde saison s'ouvre ici, dans le salon d'honneur du château de Tournoël à Volvic. Merci à nos hôtes, Madame et Monsieur Claude Agut, de nous y accueillir. Claude et Bernadette vont nous rejoindre dans un instant, je l'espère. Il y a eu un certain nombre de soucis. Claude a manqué son train à Paris-Bercy. Ensuite, l'avion de 16 heures a eu un retard d'1 heure, puis celui de 18 heures n'a pas décollé à l'heure. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, d'après Monde, a priori, l'avion a décollé puisqu'on a tenté de joindre Claude. Il ne nous a pas répondu, donc ça veut dire qu'il est dans l'avion. Il nous rejoindra dans un instant. Il m'a permis de vivre une expérience très originale. Il m'a téléphoné vers 16 heures, il m'a dit « Vous êtes chez vous ». Sympa. J'ai dû allumer le feu de cheminée. On a dû trouver pour allumer les candélabres, pour trouver l'électricité. Enfin, c'était une expérience superbe. Merci, en fait, au mauvais temps. Il faut toujours positiver dans la vie. Je voudrais saluer les élus qui nous font l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir. Brice Hortefeux qui vient de nous rejoindre. Merci, Monsieur le Ministre, député européen et vice-président de la région. Vous représentez Laurent Wauquiez, la région qui soutient les programmes Vue d'Auvergne. Nous en parlerons tout à l'heure. Laurence Vichinevski, députée du Puy-de-Dôme. Merci, Madame, d'être avec nous. Frédéric Bonichon, président de Rion, Limagne, Volcan, maire de Châtel-Guyon, qui va nous rejoindre lui aussi. Il est sur la route, il va nous rejoindre. Mohand Amoumou, maire de Volvic, merci, qui a lui aussi fait des prodiges. En tout cas, on a vu le pouvoir qu'avait un maire sur son territoire, parce que si nous avons pu accéder au château, malgré une route coupée, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, Mohand. Monique Courtadon, adjointe au maire de Chamalières, qui nous fait aussi l'amitié d'être avec nous. Merci, Monique. Je salue la présence amicale et exceptionnelle de Didier Malga, double champion de France Rallye en trophée énergie nouvelle régularité sportive. Merci à nos fidèles partenaires, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, l'entreprise Peretti, l'art et la matière, le groupe Gestion 4, EDF et sa délégation territoriale, les restaurants McDo, CBRE Immobilier, le Journal de l'Écho, Info Magazine, HR IT, BGC Toscane, agence conseil en communication, et Marc Productions. On va parler d'art ce soir dans un tel lieu, on va parler d'art dans toutes ses dimensions et on va commencer à travers vous et avec vous, Delphine Pinaza, à parler de l'art à travers le textile et le costume de scène. Vous êtes directrice du Centre national du costume de scène qui a ouvert ses portes en 2006 à Moulins, en Auvergne. Vous allez nous dire où exactement, même si nous sommes un grand nombre à le savoir, dans un lieu formidable. J'ai juste une question préalable. Le costume de scène, on a commencé à s'y intéresser au 18e. Et on a attendu 2006 pour lui donner ses lettres de noblesse à travers un écrin somptueux, qui est le Centre national du costume de scène. Pourquoi? C'était le parent pauvre du théâtre? C'était surtout un outil de travail. En fait, le costume de scène est né avec le spectacle. Et le spectacle, on va dire que c'est Louis XIV, pour faire un peu rapide, qui a été vraiment l'instigateur, puisque justement cette année, on va fêter les 350 ans de l'Opéra national de Paris, 1669, et ce sera le thème de la prochaine exposition du Centre national du costume de scène. Le costume a toujours été un élément du spectacle, au même titre que les décors et les éclairages. Donc les artistes se sont toujours costumés pour être sur scène et pour interpréter un personnage. Ce qui est nouveau et ce qui a vraiment jailli avec la création du Centre national du costume de scène, c'est sa valeur patrimoniale et sa conservation. C'est-à-dire qu'avant, c'était un outil de travail qui était confectionné, créé par des créateurs de costumes, par des dessinateurs, porté par des artistes, et ensuite, tant que le spectacle était repris, on le gardait. Et alors, tous ces costumes, avant le Centre national, où étaient-ils conservés?
Ils étaient soit pas conservés, soit conservés parce qu'ils étaient repris pour de nouveaux spectacles, ou mal conservés et souvent détruits, voire vendus. Vous avez des chefs-d'œuvre dans vos armoires? Des pièces exceptionnelles. Par exemple? Nous avons 10 000 costumes de scène, ce qui représente environ 25 000 costumes en globalité. Ce sont des collections exceptionnelles et j'ai l'occasion d'aller visiter un certain nombre d'autres musées dans le monde et on reconnaît le talent de la France par rapport à sa création artistique et ses savoir-faire. Nous avons des costumes de Maria Callas, nous avons la collection Nourieff, nous avons des costumes de Serge Giffard, d'Isabelle Adjani, de Jean Marais, qui sont des grands noms qui parlent au public. Nous avons aussi d'autres costumes du XVIIIe siècle, justement. Donc vraiment des costumes qui ont été portés par toutes les vedettes, les stars que vous venez de citer. Tous ces costumes sont faits sur mesure des artistes. Ils sont conçus pour eux et fabriqués en mesure de l'artiste, donc portés par eux. On a dit qu'il avait fallu attendre un certain temps pour que le centre existe et que les costumes de scène soient mis à l'honneur. Comment avez-vous fait précisément pour appeler à droite et à gauche dans le monde entier, ou du moins déjà en France, et pour arriver à créer cette collection exceptionnelle ? Alors, tout d'abord, c'est le ministère de la Culture qui a initié ce projet et c'est lui qui est allé voir l'Opéra national de Paris, la Comédie Française, qui sont les deux plus grands théâtres nationaux en France, qui les a sollicités pour participer à ce projet à travers justement leur collection. Moi-même, j'étais à l'Opéra de Paris avant avec Martine Kahn et nous avons donc fourni, si vous voulez, un certain nombre de costumes, ainsi que la Bibliothèque nationale de France, qui a un département. Mais aujourd'hui, ce sont beaucoup de compagnies qui viennent nous voir tous les jours pour nous proposer des costumes. Donc, on a une collection qui s'enrichit, qui est une collection vivante, qui tous les ans s'enrichit de nouveaux costumes. La France est un pays qui crée beaucoup de spectacles. On a cette chance, il faut être conscient justement de cette présence scénique en France. Et donc, c'est très régulièrement que nous avons de nouveaux costumes. On a constitué pour ouvrir un fonds de 8000 costumes et depuis, nous acquérons encore d'autres costumes. Alors, en 2006, vous m'avez permis de vivre quelque chose d'exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Vous m'avez proposé de venir dans les coffres-forts. Enfin, moi, j'ai vu que c'était comme un coffre-fort. En fait, ce sont des grandes chambres climatisées où dorment tous ces costumes, puisque vous faites une rotation aussi pour les présenter. Les costumes sont un élément particulièrement fragile et comme tout autre musée du costume, et on pourrait citer le musée du textile à Lyon, ce sont des pièces fragiles qui ne peuvent pas être présentées de manière permanente. Donc nous, on les présente via des expositions temporaires, via une permanence d'exposition temporaire. Ce que vous appelez des coffres-forts, ce sont en fait des réserves, ce qui existe dans tous les musées, et c'est là où on conserve les pièces. Bien fermé quand même. Oui, tout à fait. On n'y rentre pas comme ça. Alors. On n'y rentre pas comme ça. On va parler de Christian Lacroix. Il a été le premier président du Centre national du costume de scène, grand créateur de costumes. Donc, vous lui avez fait confiance au départ, il vous a fait confiance aussi. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre d'esquisses, de dessins de son travail. Alors, Christian Lacroix est avant tout couturier, et aujourd'hui, il est surtout costumier pour la scène. Il travaille beaucoup pour l'opéra en France ou à l'étranger, et aussi pour la Comédie Française. C'est vrai que nous l'avons sollicité pour être le président d'honneur. Il était président de l'association de préfiguration, et aujourd'hui, il est président d'honneur, puisque c'est Jean-Luc Choplin qui est notre président du conseil d'administration. Et il nous a fait la grande générosité de nous donner plus de 2000 dessins, ce qu'ils appellent des maquettes dans le théâtre, donc les dessins préparatoires. C'est-à-dire que tant qu'il y a un nouveau spectacle, le metteur en scène ou le chorégraphe va parler du projet au costumier qui, lui, va commencer à dessiner pour traduire les intentions justement sur scène à travers ses costumes. Comment travaille-t-on la signature dite du costume de scène? Comment crée-t-on un costume de scène? Est-ce que c'est lié aux couleurs? Est-ce que c'est lié à la texture du tissu que va porter l'artiste et dans lequel il doit se sentir à l'aise? Alors, c'est avant tout lié au spectacle. Est-ce qu'on parle de Carmen? Est-ce que c'est Rigoletto? Est-ce que c'est La Belle au bois dormant? Donc, avant tout, ce sont des costumes qui sont créés pour un spectacle avec des intentions spécifiques. Aujourd'hui, on peut très bien créer des costumes contemporains. Ah, vous êtes en train de dire que le mien pourrait... Ah ben, tout à fait. Ah, j'en suis ravi. Vous êtes d'ailleurs un peu sur scène. Il va falloir que je monte sur scène d'abord. Oui, quoique, je suis presque un peu sur scène. Oui. Donc, ce sont toutes ces notions que, justement, le créateur va essayer de traduire à travers ce que lui raconte, l'histoire que va lui raconter le metteur en scène ou le chorégraphe. Comment travaillez-vous aujourd'hui pour renouveler d'année en année peut-être pas les collections, mais en tout cas les collections temporaires? Les expositions. Les expositions temporaires. Merci. Nous avons 2 expositions par an.
donc avec un programme annuel qui prévoit des thèmes différents pour nous permettre justement de couvrir au maximum ces collections. 10 000 costumes qui sont entreposés, conservés dans ces réserves et qui sont visibles à travers ces expositions temporaires. On essaye bien sûr d'avoir des sujets qui pourraient plaire au public. Et l'année dernière, nous avions l'exposition Contes de fées, qui a eu un succès phénoménal parce que nous avons eu 95 000 visiteurs sur l'année 2018. 95 000 visiteurs. D'où viennent-ils ? De toute la France, de l'Allier, du Puy-de-Dôme en priorité, et ensuite de toute la France. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, pour nous, c'est intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant pour le tourisme et c'est intéressant pour l'économie locale. Ce n'est pas le vice-président à la région qui va nous dire l'inverse. Actualité où feu Karl Lagerfeld oblige, vous allez avoir, ou vous avez déjà 2 costumes qui ont été signés Karl Lagerfeld. Non, c'est-à-dire là, nous avons une exposition sur le thème de la comédie musicale qui est visible jusqu'au 28 avril. Nous avons ensuite une période de changement d'exposition et on réouvre le 25 mai avec une grande exposition consacrée à l'Opéra de Paris, dans le cadre du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris, et dans lesquels on présentera des costumes créés, dessinés par Karl Lagerfeld pour le ballet L'Opéra de Paris. Et on va terminer avec la réponse à ma première question. Vous êtes où à Moulins ? On est au quartier Villars, donc dans cette ancienne caserne militaire construite à la fin du XVIIIe siècle, classée monument historique, un bâtiment magnifique, patrimonial. Ça vous parle, un lieu comme celui de ce soir ? Ah oui, je veux bien visiter le reste de... Ah mais vous allez en profiter dès que Claude Agut... Ah oui, c'est vrai que j'ai les clés, remarquez, je peux vous faire visiter. Il y a un cabinet de curiosité très sympa. Merci Delphine Pinaza. On va continuer autour de l'art, de cette notion d'exception, d'excellence. Ce n'est pas forcément inné. Il y a des endroits où l'on est et où justement on peut acquérir cette notion d'excellence ou d'exception. Et puis il y a des lieux qui peuvent aussi nous éduquer, nous former à cette exception, à cette excellence. Un de ces lieux, vous le dirigez, Karine Natal, vous êtes proviseur du lycée hôtelier de Chamalières. Parlez-nous précisément des filières que vous enseignez. Alors le lycée de Chamalières est un lycée particulier. Depuis maintenant une 40aine d'années, il y forme des élèves de filière générale. C'est une particularité au niveau national. C'est un lycée général et un lycée hôtelier, ce qui est absolument rare. Je crois que nous sommes le seul sur le territoire à avoir cette particularité, ce qui crée une très belle osmose parmi les jeunes, une très belle mixité, avec évidemment des jeunes qui nous viennent de tout le territoire auvergnat, avec la caractéristique du Puy-de-Dôme qui est celle de cette territorialité particulière, avec Clermont-Ferrand et ses abords, bien évidemment, mais aussi tous ces jeunes qui nous viennent de milieux ruraux, de moyenne montagne, que nous accueillons dans notre établissement. Et puisque nous avons un certain succès de par effectivement les très beaux résultats que nous obtenons, que ce soit aux examens et tous les concours prestigieux auxquels les jeunes ont envie de participer, nous recrutons aussi maintenant dans notre très belle grande région et bien évidemment sur les départements au-delà de l'Auvergne. Vous avez reçu un hôte de marque absolument. Dans votre établissement, le président de la République, absolument. Emmanuel Macron, qui est venu il y a 1 an, c'est ça ? Oui, en janvier dernier. Quand le téléphone a sonné, vous vous êtes dit quoi ? C'est une blague ? Non. Ah d'accord. Oh, c'était le cabinet de monsieur le préfet, donc ça ne peut pas être une blague. A priori. A priori, non. Voilà. Donc effectivement, nous avons reçu monsieur le président de la République qui a souhaité donner son dîner républicain au restaurant d'application du lycée de Chamalières. On se prépare de quelle manière quand on reçoit le premier personnage de la France ? On n'a pas le temps de se préparer. Ah c'est vrai, vous avez été prévenu quand la veille ? Non, peut-être pas. Non, pas la veille, bon. Tout de même pas. Une petite semaine avant. Ah oui. Voilà. Et on est tellement heureux, on est tellement fiers aussi. Et puis, j'ai la chance de travailler avec des équipes extraordinaires qui sont extrêmement investies. Comment faites-vous percevoir à vos élèves justement cette dimension de l'excellence dont je parlais en introduction de la séquence ? Par le travail. Par le travail.
on ne peut obtenir des résultats que si on a envie de les obtenir, que si on a envie de travailler. Tous les résultats que nous obtenons, que ce soit évidemment les examens, mais les concours, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, c'est passer des moments quand le lycée va fermer, c'est un engagement des enseignants aussi, une volonté de porter les élèves toujours plus haut. Et après une telle formation, qu'est-ce qui les met en situation de réussite lorsqu'ils vont voir ailleurs et qu'ils commencent leur vie professionnelle? L'envie de porter l'excellence, l'envie de défendre un patrimoine gastronomique, mais aussi un art de faire à la française, un art de servir, de pouvoir faire découvrir les arts de la table. Au-delà de la gastronomie, on parle beaucoup de cuisine, évidemment, puisque nous avons des émissions emblématiques qui mettent les chefs à l'honneur. Il y a tous ces trophées, tous ces concours que les cuisiniers apprécient beaucoup et à juste titre, au dépend peut-être un petit peu des métiers de service en salle. Et nous avons à cœur de mettre en valeur aussi ces services en salle, ces savoir-faire à la française qui sont extrêmement importants. Une question qui m'est presque soufflée par le timbre de votre voix ou le rythme de votre prise de parole. Vous êtes dans le calme, et le monde aujourd'hui, le vent en atteste un peu aujourd'hui aussi, le monde va dans le hyper rapide, toujours plus vite. L'excellence, c'est aussi prendre le temps de découvrir les choses, de comprendre où nous sommes, d'appréhender les lieux comme ce château, d'accepter aussi de mieux connaître les convives avec lesquels nous allons partager un moment. Vous leur faites percevoir ça à vos étudiants? Absolument. De savoir d'où nous venons, quelle est notre histoire, leur inculquer ces valeurs. Lorsqu'ils sont à Paris en stage au Ritz, il faut qu'ils connaissent l'histoire du Ritz. Ce n'est pas possible autrement. Lorsque vous êtes sur la Côte d'Azur dans un palace, vous devez être en capacité de connaître le territoire, le terroir, l'histoire. C'est ce qui ferait la différence en salle? Absolument. La culture. D'être éduqué à ce qui nous entoure. Lorsque vous faites un stage à l'Élysée et que vous servez une table magnifique avec une argenterie qui date et une vaisselle extraordinaire, vous êtes obligé de connaître l'histoire. Vous êtes obligé de savoir que derrière tout ce beau, il y a des artisans, des artistes. Et aussi bien l'histoire que, mais l'art contemporain. Nos élèves sont amenés aussi à servir de magnifiques tables, puisqu'aujourd'hui nous avons des porcelainiers qui travaillent avec des jeunes designers et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. On va parler de vos jeunes, on va en citer au moins 4, ils sont venus avec vous et ils vont nous proposer les mets qui nous seront servis tout à l'heure. Élodie Robin, Manon Recorbet, Janice Maniquet, Pauline Pirou. Écoutez bien, mesdames, messieurs, écoutez bien. Déjà des expériences à travers des stages à l'Élysée pour le service du président lors de sa venue, nous l'avons dit, au lycée hôtelier, mais dans plusieurs établissements de la Côte d'Azur, auréolés notamment un peu partout en France de 3 étoiles au Michelin. Oui. On leur dit félicitations à eux, bravo. Mais oui, on peut les applaudir. Ils vont se lever. Levez-vous. Voilà. Merci d'être avec nous. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre formation. Comment les préparez-vous à aller dans de tels lieux? Ce sont les professeurs. Des professeurs qui sont extrêmement engagés, qui ont tous une pratique professionnelle avant d'enseigner. Et je suis venue avec l'une d'entre elles, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et lorsqu'on parle des enseignants, on n'a pas forcément toujours l'image de ce qu'ils sont capables de faire. Et Madame Jouffré, Nicole Jouffré, qui est ici, est quelqu'un qui cherche toujours à aller plus loin. Voilà, au mois de juillet, par exemple, une fois qu'elle aura terminé les examens, ça c'est un petit peu notre cuisine interne de l'école, elle part en stage dans un palace parisien. Pour elle aussi, être toujours au fait des pratiques techniques et puis s'améliorer aussi dans ces pratiques pour mieux les transmettre ensuite à ses élèves.
Merci beaucoup, madame, d'avoir fait le déplacement et d'être venue ici ce soir à Tournoël. Merci à vous de nous avoir conviés. Une nouvelle invitée ici au château de Tournoël à l'occasion de cette soirée spéciale chez monsieur et madame Claude Agut, château de Tournoël à Volvic, autour de la dimension de l'art et de toutes les passions qui sont autour de l'art. On va en parler un petit peu différemment de l'art maintenant avec vous, Ophélie Dantil. Maître Dantil, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate, spécialiste en droit fiscal. Vous intervenez dans les milieux de l'art depuis 2001. Quel est le lien que vous faites ou qui existe entre le droit fiscal et l'art ? Alors, le lien que je fais, c'est que ça a commencé par des questions qu'on a commencé à me poser sur des artistes, notamment sur la fiscalité. Je me suis rendu compte qu'il y avait une fiscalité particulière pour les artistes, plutôt favorable. Et puis au fur et à mesure, moi qui ai toujours aimé l'art, depuis toute petite, c'est vrai que je prends énormément de plaisir à pouvoir allier ces deux passions que j'ai, la fiscalité. J'en étais sûre, ça fait sourire. Et les contrôles fiscaux. Et les contrôles fiscaux. Parce que sur ma note, il est dit « Elle soutient ses clients lors de contrôles fiscaux ». Tout à fait. Et l'art, voilà. Vous avez des cartes de visite ? Oui. Donc, et je me suis rendu compte que c'était un milieu où justement, beaucoup de choses étaient inconnues et qu'il fallait une spécialiste en fiscalité avec justement la rigueur que je peux avoir dans mon activité professionnelle pour accompagner les intervenants, les collectionneurs, les professionnels dans un milieu où on entend dire beaucoup de choses fausses et qui peuvent être dangereuses et qui pourraient nuire justement à l'art. Mais en quoi la collection d'art peut-elle générer un intérêt fiscal ? Le produit artistique, j'appelle ce produit artistique, ça peut choquer, mais c'en est un, puisque c'est un bien meuble, considéré fiscalement comme un bien meuble, bénéficie d'une taxation plutôt allégée. À une époque où l'ISF, l'impôt sur la fortune, existait, les biens... Remplacés par l'IFI. Voilà, remplacés par l'IFI, donc on n'est plus concerné, puisque ça ne porte que sur l'immobilier désormais. Les œuvres d'art étaient exonérées de cet impôt. Et puis, en cas de cession d'œuvres d'art, vous avez une fiscalité plutôt avantageuse, puisque vous êtes taxé à 6,5% sur le prix de vente, ce qui est assez exceptionnel pour un bien qu'on détient, ou alors l'option possible d'une imposition sur la plus-value à 36,2%, sachant qu'elle peut être exonérée au terme de 22 ans de détention. Donc c'est plutôt exceptionnel dans la fiscalité qui est celle qu'on connaît aujourd'hui en France. Qui sont vos clients ? Mes clients sont beaucoup de professionnels qui travaillent autour de l'art, qui font de la location d'œuvres d'art ou qui font du conseil en art. Ce ne sont pas forcément des collectionneurs. Des collectionneurs de plus en plus qui me font intervenir sur leur patrimoine artistique localisé en France, notamment beaucoup de collectionneurs étrangers dont le patrimoine artistique est phénoménal. Vous aussi, de temps en temps, vous avez des coups de fil qui vous surprennent et des clients qui veulent vous voir à l'autre bout de la France. Tout à fait, oui. J'ai une activité qui est sur ce secteur-là est internationale et très hétérogène. Nous étions dans le rêve, nous voilà dans la fiscalité. Oui. N'est-ce pas dommageable quelque part, intellectuellement ou culturellement, je vois qu'on est quelques-uns à partager les mêmes valeurs, n'est-ce pas dommageable intellectuellement ou culturellement que l'art devienne un refuge fiscal ? Non, l'art n'est pas un refuge fiscal. L'art devient plutôt un refuge financier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spéculation, on en entend parler. Il est vrai que j'ai eu un client, à titre d'exemple, qui acquiert un Tanaka en 2007 parce qu'il a eu un coup de cœur total, qu'il le revend en 2017 parce qu'il divorçait, malheureusement. Il a dû s'en séparer pour 1,5 million. Voilà. C'est un amateur, certes éclairé, mais je ne pense pas qu'il avait idée qu'il allait faire
une plus-value aussi importante que celle-là. En 10 ans. En 10 ans. Et tout simplement parce que ces artistes-là, qui sont un mouvement Gutai japonais, se sont retrouvés exposés au MoMA à New York, et la côte a pris une importance phénoménale. Donc, il y a la spéculation, c'est plus une question de spéculation, je pense, la problématique au niveau de l'art, qu'un problème fiscal. Et puis, il est vrai que la France a été un des premiers marchés sur l'art à une époque avant-guerre, et qu'elle a perdu sa place qui était la sienne, et qu'aujourd'hui, bien, la fiscalité, c'est important pour redorer le blason du patrimoine français culturel. Il est vrai qu'on a la gastronomie, mais on avait aussi l'art. Et malheureusement, aujourd'hui, les artistes français ne sont pas ceux qu'on retrouve au niveau du marché international. Quel est votre rapport, vous, à l'art, Ophélie d'Antil ? Alors moi, c'est une passion, avant tout. C'est vrai que, comme je vous le disais précédemment, je suis une gribouilleuse. Je n'ai pas d'autre prétention d'être artiste, loin de là, mais j'ai commencé à dessiner depuis toute petite. Il ne faut pas que j'investisse dans une œuvre de Dantil, non ? Non, je le déconseille. Et donc, voilà, je me suis mise sur ce créneau-là, et voilà, j'ai besoin d'art. Et aujourd'hui, bon, j'ai la chance de pouvoir évoluer dans ce milieu et de rencontrer des artistes, des collectionneurs, des professionnels, et je m'émerveille chaque jour en découvrant aussi mes goûts, en voyant que c'est vraiment quelque chose qui se travaille, en fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'allier en fait ces deux passions, celle de votre métier, le droit fiscal, et celle de l'art ? Eh bien, apporter justement de la rigueur à ce marché-là, sans prétention, hein, vraiment en toute toute humilité, mais vérité. Je me suis dit, quand on est avocat, on a une obligation déontologique de faire les choses correctement. Après, il est vrai que c'est un outil patrimonial. Aujourd'hui, on parle beaucoup des termes anglais, les swag, hein, silver, l'argent, le vin, wine, art, l'art, et l'or, gold. Donc ce sont quand même des valeurs patrimoniales qu'il ne faut pas négliger, et qui font partie d'outils de transmission aussi, qui font vraiment partie de mon activité professionnelle en tant que transmission patrimoniale. On vous trouve sur Internet ? Oui, tout à fait, sur plusieurs sites. Merci Ophélie d'Antil. Merci beaucoup à vous. On poursuit cette émission spéciale ici au château de Tournoël autour de l'art, et nous allons continuer à parler d'art et de collection avec vous, Henri Chibré. Je suis très heureux, très honoré de vous accueillir. Ça fait 2 fois qu'on se voit à la télé. Merci beaucoup. Vous êtes présidente des laboratoires Théa, faut-il le rappeler, présidente du FRAC, Fonds régional d'art contemporain Auvergne. Vous avez été nommée en 2005. Paul Cézanne disait « Une œuvre d'art qui n'a pas commencé dans l'émotion n'est pas de l'art ». Vous parlez du FRAC ? Non. Le FRAC, c'est une invention de monsieur Jack Lang, et le premier FRAC auvergnat a été créé par monsieur Pourchon, qui était le premier président de la région, et donc a décidé de constituer une collection remarquable à l'époque, avec des moyens qui étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Et donc nous avons eu tous les artistes contemporains vivants, puisque c'était la condition, et chaque FRAC avait la mission de faire une collection que l'on pouvait ensuite montrer. Alors on disait dans les usines, dans les gares, beaucoup d'utopie à l'époque. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, c'était de participer à aller vers le FRAC ? Je trouvais que c'était une idée intéressante, pas sous la forme imaginée au début, parce que c'est un peu utopique de vouloir exposer des œuvres dans des usines. Ça se fait, mais tout ça se passe dans une gare. On l'a vu à Bercy, par exemple. On a exposé plusieurs fois des œuvres du FRAC Auvergne. Non, mais c'était de participer à une nouvelle aventure. Moi, je faisais partie du comité d'achat, donc c'était facile. On choisissait, il y avait beaucoup d'argent. On a fait vraiment une chose très sérieuse.
Puis après, Monsieur Pourchon, pardon. Monsieur Pourchon. Monsieur Pourchon, oui. A été remplacé par Monsieur Giscard d'Estaing, qui m'a demandé de rentrer au conseil d'administration. Et ensuite, j'ai été nommé président par Monsieur Souchon, hein, et reconduit par Monsieur Vauquier. Donc certains ont dit que j'étais un peu le Talleyrand du FRAC. J'ai survécu à tous les régimes. Hein. Je dis à celles et ceux qui nous regardent qu'Henri Chibré est en train de regarder Brice Hortefeux, là, au moment où il s'est retourné. Voilà. Henri Chibré, vous êtes peut-être le Talleyrand du FRAC, mais vous êtes surtout un homme qui a beaucoup d'humour. Et je commence la séquence avec vous sur une citation de Paul Cézanne et vous enchaînez immédiatement sur le FRAC, parce qu'en fait, vous savez bien qu'on parle toujours, on met toujours en opposition les œuvres d'art contemporaine qui parfois peuvent dérouter, vis-à-vis desquelles l'émotion n'est pas forcément là. J'aimerais que vous assistiez à une commission d'achat. C'est quelque chose d'assez surprenant parce qu'on a vous m'invitez, d'accord. On a des propositions tout à fait incroyables, mais il faut être prudent parce que ce qu'on a rejeté il y a 5 ans en arrière, on devient fanatique de 5 ans plus tard. Il ne faut jamais trop brûler ce qu'on déteste. Et c'est un exercice qui n'est pas très facile. Alors, quelle est votre approche personnelle, justement, pour ne pas brûler immédiatement ce que vous détestez et peut-être lui donner un peu d'existence? Alors, moi, je n'ai pas le droit de voter et je n'ai pas le droit de participer maintenant. Donc, ça me dégage de... Ça, je parle du début. Mais maintenant, on nous présente au conseil d'administration les œuvres et... le président, avant c'était Giscard d'Estaing, il avait ça ne lui plaisait pas toujours. Hein. Il disait, un petit peu tradit. Il disait, on va demander à l'industriel, le collectionneur, ce qu'il pense de ce qu'on peut appeler une œuvre d'art. Et alors Et alors, la réponse de Talleyrand? Alors des fois, je disais, monsieur le ministre, monsieur le président, pardon. Bon, il a été aussi ministre. Écoutez, j'ai acheté cet artiste il y a 10 ans. Ah, bon. Alors on passe à autre chose. Ah oui, c'est aussi simple. Oui. D'accord. Et en ce qui vous concerne, vous, Henri Chibré, chez vous, ou dans votre bureau, mais plus chez vous, à titre privé, qu'avez-vous comme décor? Est-ce que c'est un décor qui ressemble à celui de cette pièce? C'est quelque chose de très contemporain? Alors, d'abord à Théa, j'attache beaucoup d'importance à meubler Théa d'œuvres d'art. Il y en a un peu, enfin d'œuvres d'art. Ça peut aller de lithographie, ça peut aller de choses assez simples. Mais ça habitue le personnel à être entouré d'œuvres, plus ou moins à leur goût, mais s'y habitue. Ils travaillent mieux? Je pense que c'est un ensemble. Mon père disait toujours, le beau n'est pas plus cher que le lait, ou le lait n'est pas... Non, c'est ça. Oui. Bon. Et il avait été le premier au laboratoire Chibré, boulevard Clémentel, à faire une usine qui incorporait des éléments artistiques, architecturaux, auxquels je suis très sensible, et j'ai refait ça à Théa, boulevard. Donc, à Théa, vous êtes dans l'art, dans votre bureau, je peux en attester, et chez vous, quel est votre intérieur? C'est un peu de tout. Je ne suis pas un vrai collectionneur. J'achète au feeling, pulsions, les passions, mais c'est très mélangé. Ma première œuvre que j'avais achetée, c'était Bernard Buffet. Et 10 ans plus tard, j'ai acheté du Dubuffet. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, ça avait évolué. Dites-nous la vérité. Vous avez misé aussi parfois sur justement ces notions de fiscalité ou d'intérêt financier par rapport à l'art? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ma démarche. Si j'aime une œuvre, je l'achète. Bien sûr, à un prix, j'essaie d'être raisonnable, je suis auvergnat. Mais non, il n'y a pas d'esprit de spéculation, de savoir si dans 10 ans, dans 20 ans... Ça vous agace que certains pensent à spéculer sur l'art? Ça a toujours existé. Hein. Quand vous lisez l'histoire de la peinture, ça a toujours été l'art a toujours été un art de... D'abord, il y a eu les faussaires, il y a eu des faussaires depuis toujours, et là aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours été une spéculation. Collectionneur ou mécène, Henri Chibré? Pas collectionneur, je ne suis pas vraiment un collectionneur, non, je suis un amateur d'art. Oui. Amateur d'art et mécène? Mécène, non, on aide le FRAC, hein, on est des gros partenaires du FRAC,
avec Michelin. D'ailleurs, c'est M. Sénard qui nous a entraînés vers le mécénat. Grâce à lui, beaucoup d'autres entreprises ont décidé de s'intéresser à la musique, à l'orchestre d'Auvergne, à la comédie, qui est tout à fait remarquable. Vous y voyez une responsabilité en tant qu'industriel, en tant que patron d'une grande société? Tout à fait. Je trouve qu'il nous a appris une chose, c'est qu'une région culturellement forte est une région économiquement attractive. C'était sa grande phrase, et nous l'avons appliquée avec beaucoup de passion. Vos projets, Henri Chibray? Pardon? Vos projets dans les mois qui viennent? Les projets, c'est le FRAC, c'est la Halle au blé. Grâce à monsieur le ministre, qui défend avec une énergie la réalisation et le programme. On n'a pas perdu une seule semaine. Attendez, restez, vous regarderez le ministre après, mais regardez la caméra d'abord. Ah bon, regardez la caméra, okay. Voilà. On n'a pas perdu une semaine, c'est ça je dois dire. Et M. Vauquier, lorsqu'il a été nommé de la région, il m'a dit je sais que vous avez un bon frac, vous voudriez aller à la Halle au blé? Je dis oui, je voudrais aller à la Halle au blé. Il m'a dit banco. Je me suis dit, ça veut dire quoi, banco? Ça veut dire banco. Vous aurez un frac en 2021. Et vous avez répondu chiche. Oui. Je m'y mets. Je n'ai pas dit ça comme ça, mais ça, vraiment. Donc vous êtes en train de travailler à cette question-là. Oui, c'est formidable. Je crois que ça va être avec la comédie, avec tout un ensemble de choses à Clermont, avec Moulin aussi. Je fais partie de ces pôles culturels. Le musée Crozatier au Puy, que je trouve très très beau. On pourra venir faire une émission à la Halle au blé? Ah, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri Chibray. Je prends un instant pour vous annoncer la très prochaine ouverture du club VIP Soirée Château. Les lieux d'exception qui nous accueillent sont des écrins incroyables où vous aimez venir, écouter nos invités, présenter vos entreprises à travers nos vidéos, découvrir des passions, rencontrer et prendre un verre très simplement, de manière conviviale avec des personnalités. Eh bien, nous avons pensé utile de créer un espace de rencontre spécifique à travers ce club VIP Soirée Château. Une adhésion pouvant être prise à titre privé, individuellement ou en couple, ou au nom de votre entreprise, vous donnera un accès privilégié aux 5 soirées châteaux de chacune de nos saisons. Nous en reparlerons. Merci Brice Hortefeux d'être avec nous. Merci beaucoup. Ça fait quelques temps que je vous invite à ces soirées et vous m'avez dit je viendrai. Vous avez tenu parole, vous êtes là à Tournoël. Ça me touche d'autant plus que le programme Vue d'Auvergne a été soutenu quasiment dès le départ par la région, par le conseil régional, Auvergne à l'époque, puis grande région. Quelle est l'importance pour vous de soutenir de telles soirées, de tels programmes? D'abord, vous m'avez invité, mais vous ne m'aviez pas dit que vous me passeriez la parole. Donc ça, c'est un petit piège. Donc vous m'avez tendu. Je fais comme Henri Chibray, j'en profite. Mais là, je vous mets en face de la caméra. Ne faites pas systématiquement comme Henri Chibray, parce que ça peut vous coûter très cher. Ah. Donc c'est vrai que la région s'est associée à cette initiative, parce qu'elle trouve cela très intéressant. Et j'associe d'ailleurs à cet engagement de la région Laurence Wiśniewski, qui est aussi conseillère régionale, que je ne vois pas, mais je sais qu'elle est donc bien là. Et sur la région, c'est pas dans ses missions politiques culturelles, mais c'est vrai qu'avec Laurent Wauquiez et l'ensemble de ceux qui l'aident, l'encouragent, et sa majorité, et même d'ailleurs son opposition, dans un certain nombre de cas, on a décidé de lancer un programme assez ambitieux qui n'existait d'ailleurs ni en Rhône-Alpes ni en Auvergne. Vous voulez dire pour le soutien du patrimoine? Pour le soutien du patrimoine. Et le chiffre, je vous le donne, c'est 100 millions. Mais 100 millions, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que tout ça sont des chiffres les uns les autres, on entend ça, mais quoi ça correspond. Mais ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Parce que observez, écoutez, comme l'on parle aujourd'hui d'un phénomène qui est un phénomène important, et qui est ce qui a été lancé par Stéphane Bern. Stéphane Bern, c'est dans tous les médias, d'ailleurs à juste titre, parce que ça contribue, bien sûr. Et Stéphane Bern, c'est en réalité un programme de 20 millions. Nous, la région, c'est 100 millions.
Une Et seule on parle- région, Auvergne-Rhône-Alpes, 100 millions. Une seule région Auvergne-Rhône-Alpes, et d'ailleurs ça n'aurait pas été possible si ça avait été séparé, mais c'est 100 millions. La comparaison Et donc, est intéressante. Oui, ça donne alors quelle est la raison d'ailleurs de tout cela? En réalité, il y en a plusieurs pour des responsables de collectivités publiques, il y en a plusieurs. Bon, naturellement, il y a le patrimoine. C'est aider à l'entretien, à la rénovation, à l'amélioration, à la restauration, et ainsi de suite. Il y a un deuxième objectif, c'est l'identité. Parce que par définition, quand on parle de patrimoine, c'est la protection de notre identité. Et nous sommes aujourd'hui dans une société qui a de plus en plus besoin de la protection et de la défense de l'identité. Et puis il y a un troisième élément qui est celui de l'enjeu touristique. Il est évident que on a eu de très beaux chiffres tout à l'heure. 95 000 Oui. personnes qui sont venues en 2018 visiter le Centre national du costume de scène à Moulins. C'est vrai. C'est vrai, mais les bons signes ne donnent pas forcément la saison globale. Et il y a dans nos territoires des progrès considérables à accomplir. Je crois qu'il y a quelques jours, je n'y étais pas, mais vous animiez une autre soirée dans laquelle la directrice d'un hôtel clermontois avait donné des chiffres qui n'étaient pas tout à fait cette sensibilité-là, ou cette tendance-là. Donc ça prouve que c'est naturellement un combat, ça prouve que c'est un enjeu, et il faut rassembler tous les moyens. Et je vous le dis d'ailleurs aussi, Claude Agut connaît ça, et un certain nombre, et je le dis devant le maire aussi, le maire de Volvic, c'est que nous avons aussi lancé un programme auquel moi je tiens beaucoup, et Laurent Wauquiez a immédiatement soutenu, c'est le programme Plus beau village, le programme, c'est ce qu'on appelle Cité de caractère, c'est-à-dire des partenariats avec le plus beau village il n'y a pas que Souvigny, avec les plus beaux villages de France, et les deux associations, et que la région accompagne, soutient, parce qu'on ne peut pas attirer pour la découverte de nos patrimoines s'il y a un site ici ou là qui est identifié. Le francilien, les 12 millions d'habitants de l'Île-de-France, ne viendront que s'il y a, dans cette expression, un chapelet de communes dans lequel il y a eu un effort d'embellissement. Et donc le programme que nous lançons, que ce soit dans le cas des 100 millions, dans le cas des plus beaux villages de France, enfin des cités de caractère, eh bien, villages remarquables, pardon, c'est cités de caractère, plus beaux villages de France, en partenariat avec le programme régional qui est village remarquable, eh bien, ce sont des programmes qui s'adressent au public, au secteur public, aux communes, mais qui s'adressent aussi aux particuliers qui peuvent en bénéficier. Je voudrais vous faire revenir quelques instants, Brice Hortefeux, sur la notion d'identité à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, mais pour cela, je vais vous raconter une petite anecdote, faire une confidence, en fait, qui m'est arrivée un an et demi, je crois, après avoir créé Vue d'Auvergne, sur une idée de mon ami Hervé Poher, qui est donc aujourd'hui directeur territorial de EDF. Il y a un certain nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant « Vous avez créé Vue d'Auvergne, ne changez pas le nom, ne faites pas Vue d'Auvergne Rhône-Alpes, on est attaché à notre identité, on est attaché à nos racines, conservez Auvergne ». Ça vous évoque quoi, cette anecdote ? Mais ça correspond tout à fait à ce que l'on pense avec Laurent. Et c'est-à-dire que cette région est une région immense. Sans doute, d'ailleurs, y aurait-il, mais ce n'est pas le lieu, une analyse à faire sur la taille de ces collectivités. Je vous dis simplement ça, en la diagonale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire quand on part d'une partie du Cantal, le canton de Montsalvi, jusqu'à la Savoie, c'est 560 km, 7 heures de route. Et pour les élus régionaux, Laurence, je l'encourage à faire ça, mais elle fait déjà beaucoup de kilomètres, et ça prend quand même un certain temps. Donc c'est un territoire très vaste, vous savez, qui est aussi vaste que la Suisse, aussi peuplé que le Portugal, avec une richesse, un produit intérieur brut qui est l'équivalent de celui du Danemark. Donc c'est une très grosse collectivité, et il faut naturellement préserver l'identité de chacun de ces territoires. C'est vrai pour l'Auvergne, mais ce n'est pas vrai uniquement pour l'Auvergne, c'est vrai par exemple aussi pour la Savoie. Les deux Savoies ont une identité propre et qu'ils entendent naturellement préserver et protéger. Et c'est ce que nous faisons. Si je peux dire juste un mot, parce que Henri Chibret a évoqué la halle au blé. C'est un enjeu magnifique, majeur, que d'ailleurs avec Henri et d'autres, et la municipalité de Clermont, le conseil départemental, nous présenterons demain, puisque nous dévoilerons publiquement le maître d'œuvre, les architectes qui vont s'y atteler. Mais voilà l'exemple
de ce qu'une volonté d'une collectivité publique peut aboutir à faire. Voilà un bâtiment qui est du XVIIIe siècle, qui en réalité... Au cœur de Clermont-Ferrand. Au cœur de Clermont-Ferrand, dans un quartier qui devrait être très, très animé. Quartier des Beaux-Arts, anciennement quartier des Beaux-Arts. Beaux-Arts, et avec naturellement l'accord du maire de Clermont et ses encouragements, et d'ailleurs peut-être il sera là demain, après-midi aussi pour tout cela, on va reprendre ce bâtiment qui ne sert plus à rien depuis 20 ans, qui a été acheté, revendu par les collectivités, la région, le département, qui l'a revendu à la ville, qui l'a repris à la région. Enfin bref, et donc nous l'avons racheté et nous allons pouvoir offrir aux Auvergnats un espace nouveau, dans un cadre unique, un espace de plus de 2700 mètres carrés, dans lequel il pourra y avoir des expositions, ce à quoi tient Henri. Il a été assez modeste d'ailleurs, parce que le FRAC Auvergne, c'est un FRAC qui, proportionnellement en France, compte la plus grande part de mécénat. Et Henri Chibret, malgré son caractère auvergnat, parfois un peu encouragé et stimulé, il contribue assez clairement et donc il s'y investit. D'ailleurs, je lui ai promis que dans cet Halle au blé, il aurait son buste un jour, mais le plus tard possible. Et donc, on va offrir cela, 2700 mètres carrés, des espaces d'exposition, des nouveaux espaces de réserve pour pouvoir maintenir un certain nombre d'œuvres dans des conditions qui soient des conditions de protection. Et il y aura aussi, je vous le dis, un espace de convivialité qui permettra d'accueillir à peu près 80 personnes en terrasse et à l'intérieur, et avec notamment ouvert le dimanche, sans que ça concurrence directement, parce que vous savez, tous les commerçants sont des grands libéraux, mais dès lors qu'il y a de la concurrence, évidemment, ça se complique un peu. Donc ça ne sera pas en concurrence avec les autres établissements, mais en complémentarité, c'est le mot que j'utiliserai demain pour la conférence de presse. Merci de me l'avoir soufflé. Je vous en prie. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Brice Hortefeux. Des images superbes du château de Tournoel, images aériennes pour la collection Vue d'Auvergne. Guy Laurent est notre invité à présent. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous êtes commissaire-priseur, spécialiste de l'instrument musical, notamment des violons. Ami de Claude Acut, on fera venir Claude Acut dans un instant, puisque je vous annonce une belle nouvelle. C'est un miraculé, il est là. Enfin, c'est moi qui suis le miraculé, surtout. Vous êtes avec nous ce soir pour voir comment, justement, on peut passer des meubles, des bijoux, des tableaux, de l'argenterie, des objets de curiosité, bref, d'un regard un peu généraliste sur l'art, à quelque chose de plus spécialisé. Pourquoi, à un moment donné, avoir décidé d'aller vers la spécialisation, la spécialité des instruments de musique ? Le problème, surtout, c'est que j'aime beaucoup la musique. Et tout petit, je voulais jouer des instruments, mais une famille de 5 enfants, on était à Paris dans un appartement et j'ai pas pu faire de musique. Et puis, donc, j'ai toujours eu la musique en fond de moi. Et donc, lorsque je me suis installé comme commissaire-priseur, je me suis toujours dit que je vais essayer de voir ce que le marché de la musique pouvait donner, ce que je pouvais faire. Très tôt, quand j'étais encore à Clermont-Ferrand, justement avec Maître Agut, eh bien, j'ai commencé à essayer de créer un marché. Enfin, c'était rien du tout à l'époque. Mais c'est surtout ce que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la musique. Et j'avais remarqué que dans le marché en France, eh bien, ils se vendaient un archet par là, un violon par-ci. Vous avez été précurseur ? Oui, là, sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué que le marché, à l'époque, il était complètement... c'était des pointillés un peu partout. Et donc, il n'y avait aucune cohérence. Comment expliquez-vous ça, qu'il ait fallu attendre quand même un certain temps, parce que le marché, lui, il existait avant? Oui, mais dans beaucoup de domaines, si vous voulez. Bon, le commissaire-priseur, comme vous l'avez dit justement, c'est un généraliste. Donc, voilà, il rentre dans une maison et puis il doit, théoriquement, tout savoir, ce qui est absolument impossible, évidemment. Et donc, il y a des domaines qui sont très particuliers, qui représentent peut-être 1 degré des 360 degrés de ce qu'on va savoir.
Et donc, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Il y a quelques spécialistes qui, à l'époque, bien sûr, tout le monde était à Paris. Et, alors, et même à Paris, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui s'intéressait aux instruments de musique dans notre domaine de commissaire-priseur, dans les ventes aux enchères publiques. Si bien que les violons, les archets étaient vendus comme ça, un petit peu. Qui étaient vos premiers clients ? Quand j'ai commencé, je ne sais même plus, c'était des clients régionaux, il n'y avait pas des instruments intéressants, donc c'était des marques. Alors à l'époque, c'était des marchands qui revendaient, voilà, parce que le marché a beaucoup évolué, on va peut-être en parler justement. Alors aujourd'hui, on va parler du marché, mais je voudrais comprendre comment vous accrochez les clients d'aujourd'hui, parce que visiblement, vos affaires fonctionnent bien, elles sont florissantes. Vous êtes une figure dans le domaine des commissaires-priseurs en France sur la notion de l'instrument de musique. Vous êtes basé à Vichy, je ne l'ai pas encore dit. Vous rayonnez un peu partout en France et en Europe. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Des grands musiciens ou alors des personnes qui sont simplement comme vous amoureuses d'un instrument de musique ? Ah non, alors les grands clients... maintenant, ce sont les pays, les Asiatiques, particulièrement les Coréens du Sud, qui sont fanatiques de musique. Il ne faut pas oublier que 50% des grands musiciens à l'heure actuelle sont d'origine asiatique. 35% de ces Asiatiques gagnent les grands concours, à peu près. Et donc, actuellement, les Chinois, si vous voulez, il y a peut-être, on peut estimer... 30-40 millions de violonistes chinois. Donc vous avez une base qui est énorme. Oui, mais à l'échelle d'un peuple qui compte 1 milliard. Oui, d'accord, mais c'est un Français sur 2. Oui, et donc, voilà. Vu comme ça, oui. Ils travaillent énormément. Et donc, en haut de la pyramide, vous avez des Lang, vous avez des gens formidables qui jouent parfaitement bien. Mais alors, tous ces gens-là n'ont pas de violon. Non, pas de vieux. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Je vous poserai presque la question, c'est est-ce que vous connaissez des objets du XVIIIe siècle qui sont encore utilisés à l'heure actuelle pour leur qualité technique ? Peut-être pour éteindre les bougies ? Oui, mais ça, c'est pas trop. Maintenant, on a des ampoules LED, c'est quand même mieux. Oui, mais vous m'avez posé une question, c'est ma réponse, hein, comme disait Marché. Oui. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. Et non, mais je ne répondrai pas, c'est moi qui pose les questions. Eh bien, je vous réponds. Allez-y. Je vous réponds. Il répond à sa question, c'est génial. Voilà. Et donc, le violon est un des rares objets qui est utilisé pour ses qualités techniques, non pas pour sa beauté. Vous avez un fauteuil Louis XV, vous l'achetez, un beau fauteuil Louis XV, pour sa beauté, non pas pour son confort. Eh bien, un violon, pourquoi il valent si cher les violons à l'actuel, un Stradivarius ou un Guarnerius del Gesù, parce que Perlman joue un Strad. Tous les grands violonistes, ils jouent des violons du XVIIIe siècle et des archets français. Ça peut atteindre quel prix, un Stradivarius ? Entre 3 et 12 millions. Entre 3 et 12 millions. Enfin, peut-être un peu moins s'il est cassé, mais sinon... Comment faites-vous pour repérer quelque part dans le monde qu'il y a quelqu'un qui peut vendre ou qui est prêt à céder un Stradivarius ? Alors céder, malheureusement, je n'ai pas vendu de Stradivarius, mais vendre maintenant c'est très facile à cause d'Internet. Il y a une bascule énorme qui s'est faite d'un seul coup, parce que justement de Vichy, le challenge pour moi c'était je ne suis pas à Paris, je suis à Vichy. Et à Vichy, avec les moyens de communication, il y a 25 ans, quand on a commencé, même plus 30 ans, 40 ans, comme dit, voilà. Et donc, on avait la Gazette de l'Hôtel Drouot qui devait paraître et qui annonçait, et puis après, pour arriver en Corée ou arriver en Chine, on n'avait pas beaucoup de chance. Hein. Alors, la grande bascule, c'est Internet, parce qu'avec Internet, en 2 minutes, le monde est au courant de nos ventes. Ça a révolutionné le marché, votre travail ? Ah oui, bien sûr, ça a révolutionné complètement, puisque je vous dis que maintenant, dans les ventes de Vichy, il y a plus d'Asiatiques presque que d'Européens. Qui ne viennent jamais à Vichy, mais si, ils viennent quand même. Ils viennent. Ils viennent tous. Alors, il y a une particularité, c'est que le violon... On parle toujours violon et archet, parce que le reste, bon, on fait aussi des autres instruments de musique, mais surtout, le gros marché, au point de vue pécuniaire, ce sont les archets et les violons. Ils viennent parce qu'en même temps, ce qui est très difficile, c'est de décrire vous pouvez décrire le mieux possible un violon, mais jamais la sensibilité,
est-ce que le violon va bien sonner ou pas. Et ça, c'est les gens, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils voient. Et les luthiers, alors ça, ce sont des dealers, ce sont des luthiers qui vont revendre aux violonistes. Alors de temps en temps... Vous avez dit quoi, là? Des dealers. Faut pas dire ça. Parce qu'ils revendent... Ah, vous dites ce que vous voulez. Si. Mais c'est ce qu'on appelle ça, dans notre métier, on appelle ça des dealers. Enfin, c'est des marchands, quoi. Ça veut dire des marchands. Au sens du deal, j'ai eu peur. Oui. J'ai eu peur. Mais il faut dire que ça chauffe beaucoup derrière moi depuis maintenant 45 minutes. Je commence à avoir quelques vapeurs. Il fait très chaud. On parlait de l'art, on parlait de ce que vous faites à Vichy. Vous avez aussi décidé de transmettre à votre fils. Oui. C'est une volonté de votre part ou un choix de la sienne? Ah, c'est un choix de la sienne. La seule chose que je lui ai dit... Étienne qui est là, je lui ai dit, quand il a passé son diplôme de commissaire-priseur, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais si tu viens à Vichy, c'est pour faire de la musique. C'était clair. C'était très clair. Oui, parce que quand même, elle a mis longtemps. C'était très très long pour... Actuellement, bon... alors on a la chance que quelque chose que je vous apprends certainement, mais c'est que les archets sont français. Et le monde entier vient chercher des archets français. Et parce que pour un violoniste, le violon, on parle toujours du Stradivarius, du Guarnerius, mais on ne parle pas de l'archet. Or, l'archet, c'est très très important dans le jeu. C'est fondamental. Et là, à Vichy, ils viennent essayer des grands violonistes, ils viennent essayer des archets. Il y avait une Coréenne qui a gagné le prix la Reine Elisabeth. Elle est venue pour trouver un archet pour elle. Et ça, c'est... Alors, en France, on ne sait pas beaucoup, mais c'est quand même extraordinaire. Et il y a eu beaucoup, depuis 1800 à peu près. Et alors, les beaux archets sont ceux vers 1830, 1840, 1850. C'est incroyable. Ce sont des objets qui servent encore pour les plus grands violonistes. Maître Guy Laurent. Vous voulez qu'on permute pour le feu? On assiste ce soir à un moment très agréable ici dans le cadre de la collection Soirée Château. Ce sont des retrouvailles entre Claude Agut et Guy Laurent. Ils sont tous les deux commissaires-priseurs. Ils ont commencé ensemble. Ils ont évolué différemment. Pendant que nous vous attendions, cher maître, on passera les détails, cher maître m'a vu complètement paniqué parce qu'il fallait que j'allume le feu, que je trouve un certain nombre de choses. Et je lui ai dit, mais vous devez connaître les lieux. Il me dit, c'est la première fois que je viens. D'accord. Il est là. Vous aviez envie qu'il soit là. Voilà, merci de l'avoir invité et merci d'être venu. Et mille excuses à tout le monde. Les transports, j'ai été convoqué en référé pour un très gros dossier ce matin et ça a duré des heures et des heures. Je n'ai pu me libérer. J'ai loupé un premier train, puis après l'avion avait 2 heures de retard. Puis le vent. Je suis là, très content d'être avec vous, mais mille excuses de ne pas avoir pu vous accueillir. Alors je tenais vraiment à ce que Guy vienne et ça me fait un grand plaisir. Donc merci à vous et merci à Guy d'avoir accepté. Parce qu'en définitive, en y repensant, si vous voulez, on a démarré tous les deux à Drouot avec un amour commun des objets. C'est ce qui nous a vraiment rapprochés. Autant l'un que l'autre, on aime les objets, c'est ce qui nous passionne. Et on a démarré à Clermont-Ferrand en 73. Et après, la vie a fait que les choses ont évolué différemment. Bon, en définitive, quand on est arrivés tous les deux ici, les commissaires-priseurs de l'époque étaient un mandarin. En mandarin, il était commissaire-priseur, installé. Bonjour maître, nous avons quelque chose à vendre. Accepterez-vous de vendre cet objet? Oui. On était vraiment, on décidait tout. Et comme il y avait à l'époque pas d'autoroute, pas beaucoup d'avions, ben, les objets restaient là. Et ça marchait comme ça. Et ça faisait votre business. Et ça faisait notre travail. Après, on a chacun, Guy est parti à Vichy, moi je suis resté quelques années de plus à Clermont. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le métier, comme l'avait dit Guy, mais également les transports ont changé. Les transports, Internet a changé, les transports ont changé. Et par contre, la plupart des commissaires-priseurs, le métier n'a pas vraiment changé. Le métier est resté très,
très comme il était il y a 20 ans, 30 ans, et en permanence dans les réunions professionnelles. Avec toujours ce Oui, fameux toujours coup le de marteau, mais ça, le marteau, c'est quand on a eu l'objet et qu'on l'a vendu. Mais avant, il y a donc les gens souvent pleurent en disant c'est difficile, on n'arrive pas à avoir des objets, tout fiche le camp. Et les choses ont évolué. Donc il fallait ou s'endormir doucement et rester attendre, à pleurer, ou alors il fallait évoluer. Et je tenais à ce que Guy soit là, parce qu'en définitive, il y avait deux façons d'évoluer. Il n'y en avait que deux. Il n'y en avait pas trois, il y en avait deux. La première, c'était d'arriver sur place à trouver ce qui permettait d'évoluer et de réussir. Et Guy a réussi merveilleusement. Il est modeste, il n'a pas dit, mais dans le monde entier, il est connu par les violons et les archers. C'est une place mondiale. Et ça, en France, il y a Guy et il y a des confrères à Chartres qui font la même chose en vendant des jouets depuis très longtemps. Mais ça n'existe pas. Les gens continuent à vendre ce qu'ils trouvent. Et puis l'autre possibilité, moi je n'aimais pas la musique spécialement, sauf la musique très moderne, mais ça, bon, c'est pas encore en vente ce genre d'objet. Et donc j'ai eu une autre initiative, c'est de partir développer une affaire à Paris sans ambition de réussir, comme c'est venu simplement parce que je suis un vieil Auvergnat, mes grands-parents étaient Cantalou depuis 1400, donc un Cantalou ça bosse et ça paye les gens, donc en principe c'est ce qu'il faut pour faire ce métier. Donc à Paris, avec la chance que j'ai eue, avec beaucoup de confrères qui en plus ne sont pas très travailleurs, donc sont des concurrents assez faciles, ça m'a permis, je dis ça pour enlever voilà un peu... Voilà oui, qui voilà, est dit. voilà, sont des Parisiens. Alors, si vous voulez, donc ça m'a permis de réussir, pas trop mal. Et maintenant, ma boîte, lui, il est le premier en violon et moi, je suis le 4e en France sur les meubles et objets d'art. Donc, c'est pas mal, voilà. C'est pas pareil. Deux beaux exemples de réussite. Je voulais qu'on les salue aussi. Si je peux rajouter également, une chose qui nous rapproche également, c'est que j'ai 3 de mes enfants qui bossent avec moi et qui vont prendre la suite à Paris prochainement, dans 20 ans. Dans 20 ans. Voilà. Dans 20 ans. Merci beaucoup, Guy Laurent. Claude, vous restez avec nous quelques instants. C'est bientôt la fin de cette soirée. Vous savez que les soirées vues d'Auvergne, j'aime qu'elles soient assez dynamiques. Ça fait à peu près 1 heure que nous sommes ensemble. Je suis chez moi, je me permets d'inviter. Ah non, je croyais que j'étais chez moi. Bernadette, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'accepter aussi d'être aux côtés de Claude devant les caméras. Parlez-nous de ce lieu exceptionnel. Exceptionnel. Je vais commencer tout doucement, mais j'aimerais que Ben dise un petit mot. Ce lieu, si vous voulez, vous êtes ici dans un endroit qui est vraiment assez étonnant, puisque ici, il y a 20 ans, il y avait des arbres. Et le château entièrement était ouvert, en parfait état au point de vue des murs, mais il n'y avait pas un sol, pas un plafond, pas un toit, pas une fenêtre, pas une porte. Évidemment, pas de chauffage. Et le chauffage au sol, je l'ai allumé qu'avant-hier, mais enfin, c'est déjà... il n'y avait rien. Vous lui avez fait visiter le château comme ça? Il vous a fait visiter? Non, c'est moi qui lui ai fait découvrir Tournoël. Claude ne connaissait pas Tournoël et moi, j'avais une passion pour ce château. J'y venais en permanence avec mes enfants. Dès qu'il y avait des étrangers à la maison, je les amenais visiter Tournoël. Et j'avais dit, quand Claude est parti à Paris, il a un peu la bougeotte, donc bon... Et je lui avais dit, pourtant je ne suis pas auvergnate, c'est lui l'auvergnat, je lui avais dit je ne quitterai Blanza, parce qu'on habite à Blanza, d'abord je ne quitterai pas l'Auvergne, et je ne quitterai Blanza que pour Murol ou Tournoël. Et voilà. Je ne faisais aucun souci, parce que Murol appartient à la municipalité, et puis Tournoël, bon pour moi c'était le truc... dans un état complètement... On a appris que Tournoël était à vendre. On s'est regardé. Si je peux t'interrompre, on est arrivé à un dîner un samedi soir. Restez à côté de la personne qui était en face de nous, on lui raconte qu'on avait acheté une autre ruine, parce qu'il y a une autre ruine qu'on a achetée, qu'on va démarrer maintenant dans le Berry. On va la restaurer dans le Berry, ça s'appelle le château de la Prune en Pau. Et j'ai envoyé un dossier à Stéphane Bern il y a une semaine. Donc nous redémarrons autre chose, plus modeste que Tournoël. Racontant ça en Auvergne dans un dîner chez des amis à Aigues-Perse, mon voisin d'en face nous dit « Ah, vous avez acheté une ruine dans le Berry, nous vendons Tournoël. » Ma femme blêmit. On était le samedi soir,
Le dimanche, je reviens ici avec elle, elle me fait visiter, et le lundi, nous l'avons acheté. Donc en 15 jours, nous avons acheté 2 ruines. Un coup de cœur. 2 ruines, voilà. Voilà. Et je ne regrette pas, je ne dis pas que c'est... Je ne sais pas... C'était des coups de folie quand même? Oui. Ou c'était votre amour des valeurs chevaleresques? Bon, le premier, c'était pas un coup de folie parce que c'est pas très important. On l'a pas payé bien cher. On savait pas du tout. C'est un joli nom, la prune au pot. Elle est devenue auvergnate, hein? Ça s'appelle. Ben non, on dépense pas son argent n'importe comment. Ça s'appelle la prune au pot, l'autre. Donc vraiment, la prune au pot, ça nous a fait rire. Bon, donc on est allé voir et on l'a acheté. Tournoël, c'est autre chose. Tournoël, si vous voulez, ici, moi, vous en rendez pas compte en le voyant la nuit comme ça peut-être, mais ici, c'était un peu la préfecture de l'Auvergne jusqu'en 1200. Le propriétaire d'ici était le propriétaire de toute l'Auvergne, sauf Clermont. Et après, il y a eu des tas de personnes. Mais c'était très important. Il y avait 40 vassaux. Il y a une vie. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui se sont battus. Il y a des tas de choses qui se sont passées là. Je connais l'histoire par cœur et chaque pierre me parle. Donc, il y a une espèce d'attachement qui s'est fait pour tous les deux. Moi, peut-être un peu plus maintenant, parce que j'y passe ma vie. Voilà, j'y passe ma vie, mais l'endroit est très très prenant. On voit à 70 km et ça remonte à l'an 1000 si vous voulez. Donc on ne peut pas y être indifférent et c'est une passion totalement irraisonnée, sans but. Ça ne sert à rien, c'est un plaisir et je suis très heureux de le faire visiter aux enfants. Donc l'été, par rapport c'est une aux chose enfants, agréable. vous êtes en train de leur faire une surprise à vos petits-enfants. Mais comme il y a des caméras, il ne faut peut-être pas le dire. On coupera ce passage. Vous êtes en train d'organiser un dortoir exceptionnel pour eux. Oui, alors à l'étage du dessus, parce que c'est grand ici, hein, à l'étage du dessus, on fait un dortoir pour 15 petits qui seront alignés un peu comme aux hospices de Beaune. Et, ça va faire plaisir à leurs parents. Alors chacun a une chaise, une petite table et un pot de chambre parce qu'il n'y a pas de toilette. Donc on est en train de faire de quelque chose d'assez rigolo. Il dit qu'il vit là régulièrement. Ouais. Et les enfants, peu à peu, deviennent très attachés. Donc, c'est ça ce qui nous fait plaisir. Bien que Tournoël a vécu très longtemps avant nous, le château est sauvé maintenant. Il n'y a plus d'eau à l'intérieur. On a été aidé pas mal au début, maintenant un petit peu moins, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Donc, je vais refaire des dossiers avec grand plaisir. J'en ai un d'ailleurs de prévu qui est bientôt. Mais si vous voulez, il y a... Continuez de regarder la caméra, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder le ministre. Il n'est pas venu pour ça. Voilà, mais si vous voulez, non, j'étais très, très léger dans mes demandes. On s'est fait tous les deux un grand plaisir. Maintenant, on arrive au bout de Tournoël. C'est sauvé, vous voyez. Alors, ce qu'on arrive à faire, c'est un peu de peinture en plus. J'ai encore une grosse couche de peinture à faire ici, bien que ça paraisse quand même très garni, mais c'est un plaisir, si vous voulez, permanent de restaurer un endroit comme celui-là. Vous pensez à ceux qui vivront après vous ici? Ils changeront les choses. Quelqu'un arrivera, mettra. Je le vois beaucoup à Neuilly dans les beaux appartements qu'on vide. Il y a une belle boiserie, des belles peintures, et puis je reviens 6 mois plus tard, tout est peint en violet ou en mauve. Bon, chacun fait comme il veut. Ce que j'ai fait moi, c'est on peut le changer. Si vous voulez, les peintures, les choses comme ça, c'est pas très grave. Je n'ai rien fait qui soit définitif et qui pose un problème à l'immeuble, si vous voulez. Donc, il suffit que chacun y mette son goût. Moi, je n'avais pas les moyens de mettre du contemporain, donc j'ai mis des choses qui sont un peu plus décoratives, peut-être, et agréables à vivre. Parce que c'est vous qui imaginez le trompe-l'œil avant qu'il ne soit créé? Oui. J'ai une très bonne équipe de décorateurs qui ne sont pas très chers. Hein, c'est ma femme qui fait les chèques, mais de très bons décorateurs qui viennent régulièrement. Ils viennent 15 jours par an et ils me donnent, on a des idées, on en discute ensemble. Et quand il n'y a pas de projet, je suis très triste. Deux pièces majeures, un peu secrètes, un peu discrètes dans ce château. J'ai eu la chance de les visiter en votre compagnie. J'y suis allé avant que vous ne me laissiez les clés, hein, je vous rassure. C'est la bibliothèque et puis moi je suis tombé sous le charme de votre cabinet de curiosité. Alors le cabinet de curiosité, il y a 3000 objets, mais des objets sans valeur, mais c'est la masse qui crée l'ambiance. Et c'est amusant parce que les yeux des enfants qui ont tout vu. Au début, je me disais, les gosses, ils vont rentrer là, ils ont tout vu à la télévision. Bien non, ils sont contents, ils voient, j'explique. Il y a des animaux empaillés, ouais, il n'y a que des objets bizarres, et ça correspond à l'époque de la fin du XVe siècle, le début de la découverte du Nouveau Monde. Ça, c'est une chose que j'ai créée, mais pendant toute ma vie, j'ai acheté des objets à 2 balles comme ça qui sont présentés, et c'est la masse qui est bien. Ce qui est important, par contre, c'est qu'ici, excusez-moi, je vais prendre la parole 2 minutes pour l'expliquer parce que c'est formidable. Ce château, nous l'avons acheté donc en 2000. Il n'y avait rien, le ciel partout.
Et puis les choses ont avancé. Et au bout de 10 ans ou 15 ans, je savais où étaient les archives du château. Le château avait perdu ses archives en 1760. Quelqu'un avait acheté le château et avait acheté les archives. Et les archives avaient été déménagées dans un grenier. Passe la Révolution, l'édit de juillet 92 qui oblige les châtelains à apporter les archives en place publique pour qu'elles soient brûlées, parce qu'elles auraient pu mordre, autrement on vous guillotinait. Hein. Là on vous guillotinait, mais après. Donc les archives ont été préservées, elles étaient cachées, oubliées, et elles étaient dans un grenier à Riom. Et il y a 3 ans, alors là je pleurais quand elles sont rentrées, j'ai pu racheter les archives, et toutes les archives de Tournoël qui vont de 1200 à 1850 à peu près, sont revenues au château. Elles sont là, j'espère qu'elles vont être classées, je fais ce qu'il faut pour qu'elles soient classées monuments historiques in situ, c'est-à-dire que tous nos sales gosses d'enfants ne pourront pas les vendre, elles seront bloquées ici, c'est la loi la loi d'il y a 2 ans, donc ça c'est la chose importante, c'est l'eau et les archives. Donc le château maintenant peut vivre longtemps et il a toute sa documentation qui est présente. Merci beaucoup Bernadette et Claude Agut. Merci à Marité, on peut les applaudir. Merci à Marité Ribeiro pour la préparation éditoriale et technique de la soirée, à Françoise Perret-Bernard pour la production, à Eric Morchoser pour la réalisation, avec le soutien de Fanny Godwin et Grégory Long. Michael Grossan a signé les images drones. Je dis à nouveau merci à Claude et Bernadette Agut. Un dernier mot en guise de signature, vous le savez, je le dis régulièrement. L'Auvergne, il y a celles et ceux qui en parlent. Il y a ceux qui l'aiment, nous, on l'aime. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous convions à un cocktail qui est juste dans la pièce où il y a des armures.